Bon après-midi. Vous allez avoir une présentation qui contraste dramatiquement à ce que vous avez vu jusqu'à présent, parce que ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on fait avec les données. Donc, c'est une présentation de chercheurs universitaires. Donc, c'est un article sur lequel Pierre Terrien et Charles Bérubé et moi travaillons sur les obstacles à l'innovation. Donc, c'est d'aller au-delà du paradoxe des obstacles, puis je vais vous expliquer un peu brièvement ce que ça veut dire. Là, vous m'excuserez, la présentation est en anglais, parce que j'ai pas eu le temps de la traduire, donc j'ai monté ça hier après-midi avec un mélange de présentations qui ont été faites à l'Association canadienne d'économique vendredi et samedi. Donc, c'est un regroupement de 2 présentations. Vous allez avoir beaucoup de chiffres. Donc, évidemment, comme j'utilise des données de Statistique Canada et que je collabore avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada, vous avez le petit texte traditionnel qui vous dit que ce n'est pas ni l'opinion de StatCan ni l'opinion de l'ISDE, mais bien celle des 3 chercheurs. Donc d'abord, le plan de la présentation, donc je vais vous parler un peu du paradoxe des obstacles, ensuite les données et la méthodologie qui sont utilisées. Des résultats, il y en a une quantité industrielle, donc c'est vraiment pour vous poser des questions, pour avoir votre intuition sur ce qui se passe, vous qui connaissez et les programmes. Donc, je compte sur les questions qui vont être écrites à la suite de ma présentation. Toute l'aide que vous pouvez nous apporter à éclaircir les questions qu'on se pose à la suite de l'analyse des données seront très utiles. Et je vais conclure et présenter les travaux futurs. Donc, le paradoxe, c'est le fait que quand on essaie d'estimer la propension d'une entreprise à innover et qu'on met une variable qui s'appelle avez-vous fait face à des obstacles à l'innovation? On trouve un coefficient positif et significatif, ce qui veut dire que plus les entreprises ont fait face à des obstacles, plus elles sont innovatrices, ce qui est un peu contre-intuitif. Donc, il faut bien choisir son échantillon et bien modéliser la chose. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'article. Bon, Savignac, là, je ne veux pas m'étendre là-dessus très en détail. Vous avez les diapos, vous pourrez revenir et je vous enverrai l'article si vous voulez. Donc, on a utilisé 4 modèles pour analyser les données. Le premier est une probite univariée, somme toute assez simple, où on a utilisé plusieurs échantillons. Donc, S0, c'est l'échantillon complet. S1 consiste seulement aux entreprises qui ont innové. S1+, rajoute les entreprises qui ont comme stratégie l'introduction des nouveaux produits et l'introduction des nouveaux procédés. Et le S1 plus R&D, c'est on rajoute en plus de ça les entreprises qui ont fait de la R&D. Le modèle numéro 2 rajoute une modélisation d'une variable endogène qui consiste à mesurer les entreprises qui ont fait face à des contraintes financières ou des obstacles financiers. Donc, on utilise un proxy pour les obstacles financiers. Donc, vous avez un modèle qui considère une variable endogène. Donc, une entreprise pourrait avoir plus de difficultés à l'innover si elle a des contraintes financières. Ensuite, le modèle 3 que je vais vous présenter, le modèle 4, je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans l'analyse des données. Puis de toute façon, il n'y aura plus de temps quand je vais être rendu là de toute façon. Donc, le modèle 3 reprend le modèle 1, mais cette fois-ci, ce qu'on examine, ce sont uniquement les entreprises qui ont fait face à un obstacle en particulier. Et puis là, vous allez voir la quantité d'obstacles. Pour ceux qui connaissent CIBS, je pense que vous appelez ça en français EISE. Donc, c'est la question 100 de l'EISE. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Donc, c'est ce qu'on a essayé de modéliser, mais cette fois-ci,
obstacle par obstacle. Donc, vous allez voir, il y a une série de tableaux qui prennent un obstacle par obstacle. Donc, si vous êtes endormi, allez vous chercher un café. Je vous le dis tout de suite, comme ça va avoir le temps de faire effet par le temps que je sois rendu là. Donc, les obstacles, comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Donc, les obstacles au marché, financiers, compétences, collaboration, risques, réglementation, pardon, propriété intellectuelle, politique de compétition. Donc, c'est les obstacles qui sont considérés par Statistique Canada. Et ici, j'ai regroupé tout ce qui était finances internes et finances externes. On les a traités séparément et en un seul obstacle aussi. Donc, on vient de multiplier le nombre d'analyses qu'on a fait. Ensuite, vous avez aussi les actions qui sont prises par les entreprises lorsqu'elles font face à des obstacles. La première chose, c'est ne rien faire, mettre sa tête dans le sable comme une autruche. La deuxième, c'est de faire quelque chose. Et le questionnaire permet d'évaluer si les mesures prises ont été un succès ou si elles ont été un échec. Il y a une seconde question qui permet aussi de mesurer si l'entreprise a utilisé des programmes gouvernementaux ou non. Donc, ce sont toutes des mesures qu'on va aller analyser dans les régressions qu'on a faites. Bon, pour modéliser la variable endogène, donc qui explique les contraintes financières, on est allé chercher le ratio d'endettement, le profit et si l'entreprise est une filiale d'une entreprise canadienne ou d'une entreprise étrangère. Bon, les programmes gouvernementaux auxquels les entreprises ont accès, ça, si je me souviens bien, ça doit être la question 98 ou 99. Enfin, c'est dans ces eaux-là. Là, c'est la page d'avant, en tout cas. Donc, vous avez des programmes pour la formation, les subventions, les crédits d'impôt. Bon, procurement en français, là, ouais, c'est ça, le marché public, le recrutement, l'accès aux laboratoires gouvernementaux de recherche, de l'information sur ou de l'appui à l'exportation, de l'information générale, puis de l'information sur le marché. Bon, dans le questionnaire, vous avez aussi, est-ce que ces programmes-là, c'était des programmes fédéraux, provinciaux ou municipaux? Bon, il y a beaucoup de corrélations entre ces trois niveaux de gouvernement-là. Puis, au niveau municipal, il y a très peu de programmes en comparaison des programmes provinciaux et fédéraux. Donc, on a regroupé le tout en une seule variable, de façon à ne pas avoir 30 variables pour les mêmes programmes. Évidemment, la plupart utilisent les subventions et les crédits d'impôt. Donc, vous allez voir dans la régression, systématiquement, ces variables-là ont un impact très positif, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour le gouvernement, là, parce qu'on y investit beaucoup d'argent là-dedans. Bon, des variables de contrôle, évidemment, on veut s'assurer qu'on n'a pas de problème de variables omises. Donc, on a utilisé une série énorme de variables de contrôle, dont la taille de l'entreprise, si l'entreprise a une stratégie sur plutôt la qualité du produit par rapport au bas prix. Donc ici, la demi, c'est si l'entreprise a une stratégie qui se concentre sur la réduction des coûts, les bas prix des produits, bien, ça va être égal à 1. L'âge de la stratégie à long terme de l'entreprise. Ici, la stratégie qui consiste à se concentrer sur les nouveaux produits ou services, je pense que c'est la question 5. La stratégie qui se concentre sur les nouveaux procédés, c'est la question 7. Louis, je te vois vérifier, mais je suis quasiment sûre. Si l'entreprise a utilisé une des 9 technologies avancées, là, je ne me souviens plus du numéro de la question, vous m'excuserez. Donc ici, on a tout simplement mis une variable nominale plutôt qu'un index, parce que l'index était toujours corrélé avec la taille, ce qui veut dire que les grandes entreprises étaient plus prônes à utiliser plus de technologie. Donc, on avait une corrélation qui était beaucoup trop forte. C'est pour ça qu'on a utilisé une variable nominale ici. Est-ce que l'entreprise avait introduit des nouvelles innovations organisationnelles qui sont de type plus ouverte, donc qui consistent à collaborer avec d'autres entreprises?
Est-ce qu'il y a eu de la R&D qui a été externalisée de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a localisé des activités de R&D à l'extérieur? Ici, la part de marché de l'entreprise, transformée avec le log naturel. Si l'entreprise a augmenté ses parts de marché, ça c'est une variable nominale aussi. Si l'entreprise possède du capital intangible, donc si vous connaissez un peu la comptabilité, vous saurez que le capital intangible d'une entreprise, c'est un espèce de grand fourre-tout. Là-dedans, vous mettez les brevets, le goodwill, l'accès à des bons marchés, etc. Mais c'est surtout que c'est une façon de voir si l'entreprise a un intérêt aussi pour les brevets. Bon, ensuite, on a un tas d'effets fixes qui sont basés sur la taxonomie de Pavitt dans son article de 1984. On a des effets fixes de région et on a aussi ajouté pour l'industrie des services, on a séparé ce qui était KIBS, donc ce qu'on appelle le Knowledge Intensive Business Services, du reste des services, parce que souvent ces entreprises-là sont beaucoup plus innovantes que le reste des services en termes de produits et procédés. Bon, peut-être pas en termes d'innovation organisationnelle ou d'innovation de commercialisation, mais certainement dans les deux plus grands aspects. Donc ça, c'est les variables de contrôle. Bon, ici, je vous présente, on n'a pas eu le temps de faire sortir ça à Statistique Canada, puis comme on a envoyé une quantité industrielle de fichiers à être évalués à Statistique Canada, ça, c'est pas encore tout à fait sorti, donc vous nous excuserez, là, mais c'est juste pour vous montrer un peu la différence entre les échantillons. Donc, quand on part pour l'enquête de 2009 seulement et qu'on considère l'échantillon complet, il y a 4248 observations. Dans les non-innovateurs, 1364, puis là, ben, vous pourrez couper ça si vous ne voulez pas l'avoir dans le truc parce que c'est pas. C'est des nombres qui ne sont pas représentatifs de la population, bon, etc. Donc ici, je pensais qu'on était entre nous, puis je ne pensais pas qu'on était filmé. Donc voilà. Donc, si vous réduisez votre échantillon aux entreprises qui ont introduit des nouveaux produits et des nouveaux procédés, ben là, vous perdez grosso modo à peu près 700 observations. Vous tombez à 637 non innovateurs, vous avez 2884 innovateurs. Donc, avec cet échantillon-là, vous observez un effet positif des obstacles à l'innovation. Quand vous passez à l'échantillon S1, là, à ce moment-là, vous passez avec un signe négatif et significatif des obstacles sur la propension à innover. Donc, juste en éliminant ces 700 observations-là, vous venez tout de suite de faire passer le signe de la variable obstacle au signe qui est plutôt intuitif, qui est, bon, si vous faites face à des obstacles, vous allez avoir une propension plus faible à innover, donc un signe négatif. Ensuite, si on ajoute ici la question Q5 et Q7, donc qui consiste à avoir une stratégie qui est reliée aux nouveaux produits et aux nouveaux procédés, bon, on rajoute grosso modo 200 entreprises. Bon, évidemment, vous avez le même nombre d'innovateurs parce qu'on ne les a pas éliminés. Encore une fois, S1+, vous avez encore le signe négatif d'obstacle. Et S1 plus RD, ben, on n'a pas eu le temps de faire sortir les régressions, bon, mais vous augmentez l'échantillon. Bon, ici, je ne vous présenterai pas ça. Je vais aller tout de suite, parce que je suis consciente du temps qui file. Bon, je vous présente rapidement ici les variables de contrôle. Vous ne voyez peut-être pas parce que c'est un petit peu loin. Bon, évidemment, si une firme a une stratégie qui consiste à aller vers des bas prix, ben, ça a un effet négatif sur la propension à innover, donc c'est normal. Toutes les autres variables qui sont en vert sont positives et significatives. Celles qui ne sont pas significatives sont en gris. Donc, la taille, l'âge de la stratégie et le fait de relocaliser des activités de R&D. Nos instruments sont tous positifs et significatifs. Donc ici, souvenez-vous que ces instruments-là consistent à expliquer le fait d'avoir fait face à des obstacles financiers, donc les contraintes financières de l'entreprise. Donc,
Les 4 instruments sont significatifs. Donc, maintenant, passons à ce qui est intéressant de regarder. Donc, dans le modèle 1, au niveau des obstacles, ici, ce que je n'ai pas précisé, c'est que toutes les régressions que je vais vous présenter sont faites sur l'échantillon S1 plus RD. C'est-à-dire que les entreprises ont soit introduit des nouveaux produits ou procédés, ont soit une stratégie qui consiste à introduire des nouveaux produits ou des procédés, ou ces entreprises-là font de la RD. Donc, c'est l'échantillon le plus complet qui n'est pas S0. Donc, ici, tous les obstacles rencontrés ont un effet négatif sur la propension à innover de l'entreprise, sauf au niveau de la collaboration où c'est non significatif et au niveau de la propriété intellectuelle où là encore on a le paradoxe. Donc, si l'entreprise a fait face à des obstacles qui sont liés à la propriété intellectuelle, ben à ce moment-là, elle est plus innovatrice. Donc là, ça nous cause beaucoup de problèmes à essayer de comprendre. Donc, je vais revenir sur cette question-là de propriété intellectuelle assez régulièrement dans les différentes analyses. Bon, si on va au modèle 2, on a sensiblement les mêmes résultats. Bon, on perd évidemment les obstacles financiers. Ici, ce que je vous présente, on a considéré comme variable endogène soit les obstacles qui sont plutôt reliés à la finance interne, les obstacles pour la finance reliés à la finance externe et les obstacles qui sont reliés aux deux. Donc ici, c'est ce que je vous présente ici, c'est si la firme a fait face à des obstacles à l'innovation qui sont reliés au financement externe. C'est pour ça que vous avez une variable ici qui est financement interne. Quand j'utilisais comme autre variable endogène la finance interne, ben à ce moment-là, une des variables explicatives qui était considérée était la finance externe. Bon, c'est un petit peu des détails, là, mais bon, de toute façon, ce n'est pas significatif. Collaboration ne l'est pas non plus. Et on a encore ici notre signe positif pour propriété intellectuelle. Donc ici, ce que j'écris, c'est que quand on prend des mesures pour essayer de surmonter les obstacles financiers, ben à ce moment-là, quand ces mesures-là sont significatives, sont un succès, ben, on réussit à être plus innovant. Donc, c'est ce que vous voyez ici dans les 3 premières lignes. Donc, ici, dans la première ligne, si vous faites face à des obstacles de financement externe, vous êtes moins innovant. Si vos obstacles ici en gris pâle ne sont pas un succès dans ce que j'ai appelé Measure Taken Unsuccessful, donc MTU, U pour Unsuccessful, donc ça n'a pas été un succès, ça n'a pas d'impact sur la propension à innover. Et si vous avez pris des mesures pour contrer les obstacles à la finance externe et que ces mesures-là ont été un succès, bien là, à ce moment-là, l'impact sur la propension à innover est positif. Bon, ça, c'est pour les obstacles. Si on regarde maintenant dans le modèle 1, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé les 2 mesures dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'entreprise a pris des mesures, elles sont soit un succès, soit un échec, et l'entreprise va avoir utilisé des programmes gouvernementaux ou non. Donc, ce qu'on fait avec ces 2 variables-là, c'est qu'on crée une matrice qui consiste à expliquer « j'ai pris des mesures gouvernementales, mes mesures ont été un succès ». Mais là, on ne sait pas si ce sont les mesures gouvernementales qui ont été un succès ou les autres mesures. Ensuite, j'ai pris des mesures gouvernementales et les mesures qui ont été prises ne sont pas un succès. Bon, on ne sait pas encore si c'est les mesures gouvernementales qui ne sont pas un succès ou pas. Ensuite, c'est je n'ai pas pris de mesures gouvernementales et les mesures ont été un succès et la variable omise, c'est, bon, pas omise là-dedans, là, mais je n'ai pas pris des mesures gouvernementales ou je n'ai pas utilisé de programmes gouvernementaux et ces mesures-là ont été un échec. Donc, ce que vous voyez à travers tous les types d'obstacles auxquels les entreprises peuvent faire face, c'est que par rapport à la variable omise qui est « je n'ai pas fait face à des obstacles
de la nature de taille de marché, financier, de collaboration, bon, etc. Par rapport à cette variable-là, ne rien faire est pire que de ne pas faire face à des obstacles. Bon, ça, c'est intuitif, ça va. L'autre truc qui est très, très intuitif, c'est je n'utilise pas de programmes gouvernementaux et toutes les mesures que j'ai utilisées ont été un échec. Donc là, à ce moment-là, j'ai encore un coefficient négatif partout, sauf pour la propriété intellectuelle. Bon, on s'entend que si on fait face à des obstacles de propriété intellectuelle, bon, des fois, le gouvernement ne peut pas nous aider si si on se fait poursuivre pour empiètement de brevets, par exemple. Bon, et puis, des fois, ben, quand on se fait poursuivre, c'est parce qu'on se fait poursuivre par une grosse entreprise américaine, puis de toute façon, on va perdre. Donc, c'est possible. Bon, ça, c'est le modèle 1. Si on va voir le modèle 2, très, très similaire. Donc, première ligne négative, pardon, ici, la deuxième ligne là, qui explique ne rien faire sans un effet négatif. Ne pas utiliser de programmes gouvernementaux et avoir des mesures qui sont un échec, c'est aussi un effet négatif, sauf pour propriété intellectuelle. Donc, le modèle 1 et le modèle 2 sont très, très consistants. Donc, bon, nos résultats sont relativement robustes. Bon, là, dépendamment du type de mesure que vous prenez, ben là, à ce moment-là, vous avez des effets positifs ou des effets non significatifs. Vous n'avez pas d'effets négatifs qui se retrouvent dans le milieu. Donc, de prendre en considération, de prendre des programmes gouvernementaux, puis que la mesure ne soit pas un succès, ou ne pas utiliser de programmes gouvernementaux, et ces mesures-là, et les mesures qui sont prises, ben, sont un succès. Donc, on va aller regarder ça en détail pour chacun des types de modèles. Donc, dans le modèle 3, j'ai séparé le tout. Évidemment, vous avez 5 grandes familles d'obstacles. Ici, pour les tailles de marché, ici, ce qu'on trouve, c'est que les firmes qui ont fait face à des obstacles étaient plus innovatrices si elles avaient utilisé des programmes gouvernementaux. Et si elles ne le faisaient pas, si les mesures étaient un succès. Donc, c'est ce qu'on trouve en général dans les trois premières lignes ici. Si on n'utilisait pas de programmes gouvernementaux et que les mesures n'étaient pas un succès, ben à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'effet. Bon, il n'y a pas d'effet négatif, mais il n'y a pas d'effet. Donc ici, dans le nombre d'observations, ben, vous cacherez ça si vous ne voulez pas que je les présente, là, parce qu'ils ne sont pas transformés, là, mais les entreprises qui ont fait face à des obstacles reliés à la taille du marché, ben, il y en a 1576. Bon, jumelés entre CIBS 2000, ou pardon, EISE 2009 et EISE 2012. Là, on a jumelé les deux bases de données. Si on se penche maintenant sur les autres mesures ou les autres obstacles, en termes de collaboration, de risque, de réglementation, ici, à peu près toutes les entreprises ont fait face à des obstacles reliés au risque et à l'incertitude de l'innovation. C'est le nerf de la guerre. Donc, à mon avis, ce type d'obstacle-là ne nous permet pas de mesurer quoi que ce soit parce qu'à peu près toutes les firmes ont fait face à cet obstacle-là. Donc, je ne suis pas du tout certaine de ce qu'on mesure avec cette affaire-là. Bon, pour collaboration, on obtient les mêmes résultats qu'avant. Bon, pour réglementation, là, on commence à plus être capable de bien mesurer. Donc, tout ce qui est réglementation, propriété intellectuelle, politique de compétition. Bon, évidemment, ici, on vient de réduire l'échantillon considérablement, donc on n'est pas vraiment capable de très, très bien mesurer. Ici, on a probablement des effets de secteur très, très forts. Ici aussi, on est peut-être en train de comparer je ne sais pas moi, l'aérospatial par rapport à des salons de coiffure. Là. Donc, ici, c'est pas du tout, on a une hétérogénéité assez énorme dans l'échantillon. Bon, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder obstacle par obstacle les programmes gouvernementaux qui peuvent avoir une influence.
Bon, là, vous allez voir, subventions et crédits d'impôt systématiquement ont un effet positif et significatif sur la propension à innover de la firme. Bon, c'est ce à quoi on s'attend. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ça va toujours sortir systématiquement. Donc, quand on sélectionne seulement les entreprises qui ont fait face à des obstacles reliés à la taille du marché, ce qui sort ici, c'est est-ce qu'elles ont eu de l'aide pour faire du recrutement de nouveaux diplômés? Si oui, ça a un effet positif sur la propension à innover. Est-ce qu'elles ont utilisé des laboratoires de recherche gouvernementaux? Si oui, elles sont plus innovatrices. Maintenant, si on regarde les entreprises qui ont fait face à des obstacles reliés à la finance interne de l'entreprise, donc elles ont de la difficulté à gérer tout ça. Bon, à part les subventions et les crédits d'impôt, ce qui sort, c'est le fait d'avoir plus d'informations sur le marché. Donc, moi, j'ai émis une hypothèse potentielle comme quoi plus on a d'informations sur le marché, bien, plus ça nous aide à justifier à l'interne des nouveaux projets ou un financement sur les nouveaux projets. Parce que quand un ingénieur, par exemple, va aller présenter un projet à son supérieur dans une boîte d'ingénierie, il va dire, ben, on sait qu'il y a tel marché pour le nouveau gizmo que je veux mettre de l'avant. Donc, d'avoir de l'information sur les marchés peut être utile à cet effet-là. Mais bon, si vous avez des commentaires, moi, je suis preneuse sur tous vos commentaires à ce niveau-là. Donc, gardez ça en tête. Finance externe, bien là, évidemment, de l'information sur l'exportation et l'utilisation des laboratoires de recherche peut être utile. Donc, moi, j'ai mis une hypothèse. Bon, est-ce qu'on a besoin d'informations sur comment aller chercher des marchés externes? Ben, peut-être que ça peut consister à expliquer pourquoi, si je veux aller à l'externe, si je veux aller hors du Canada, ben peut-être que j'ai besoin d'un peu plus de finances, puis je vais aller chercher de la finance à l'extérieur de la firme, parce que souvent, les marchés d'exportation vont requérir beaucoup plus de financement. Bon, c'est une hypothèse que j'ai émise bon, un peu hier après-midi, en fin d'après-midi. Donc, vous me pardonnerez si des fois, ça n'a pas de bon sens, là, mais... Ensuite, les obstacles financiers, en général, qu'ils soient internes ou externes, ben, ce qui ressort, c'est l'information sur le marché. Donc, on ne s'étendra pas là-dessus. C'est la même chose. En termes de compétences, si une entreprise fait face à des contraintes de compétences, ben là, à ce moment-là, ce qu'on va aller chercher, c'est si on va chercher des diplômés récents, ben, on va être plus innovateur. Et moi, je me posais la question, comment ça se fait que là-dedans, les programmes de formation des employés n'ont pas d'influence? C'est même pas du tout significatif, là. Donc, qu'est-ce qui se passe ici avec nos programmes qui ne font pas en sorte qu'on réussit à faire en sorte que nos entreprises soient plus innovatrices, qu'il faille aller chercher ou que les entreprises croient qu'il faut aller chercher les diplômés récents et non pas de reformer notre main-d'œuvre. Donc, dans une optique où on commence à penser au lifelong learning de nos employés, ça ici, là, CIPS 2009-2012, là, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, ça va être une variable qui va être à surveiller pour CIPS 2017 pour voir si les programmes ont été améliorés, s'ils permettent d'aller chercher cette information-là. Donc, moi, c'est une grosse question que j'ai ici. Ensuite, bon, collaboration, bon, tout sort. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe ici, là. Donc, moi, je me demandais, est-ce que la collaboration externe fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'aller chercher, on n'a pas besoin de former nos employés, on collabore pour aller chercher l'expertise à l'extérieur de la firme. Donc, ici, encore une fois, les programmes gouvernementaux de formation n'ont pas d'influence sur la propension à innover. Bon, tout le reste a un impact positif et significatif. Bon, les risques, évidemment, comme c'est un grand fourre-tout, bon, il n'y a pas grand-chose de vraiment spectaculaire à expliquer là-dessus, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Je veux me concentrer sur ce sur quoi j'ai des questions. Donc ici, si une firme fait face à des problèmes de réglementation, des obstacles à la réglementation,
bon, peu importe le type de réglementation. Donc ici, je me demandais l'accès aux laboratoires de recherche gouvernementaux. Est-ce que, bon, la transformation qu'on a fait suivre aux laboratoires nationaux du CNRC, est-ce qu'ici, cette utilisation-là permet d'aider à surmonter les obstacles de réglementation? Est-ce que c'est ça qu'on mesure ici? Est-ce que c'est l'effet changement d'optique des laboratoires nationaux? Est-ce que nos laboratoires nationaux servent à tester les médicaments, à tester les prototypes? Je ne sais pas, il y a quelque chose à peut-être creuser là-dedans parce qu'à part les subventions et les crédits d'impôt, ben, c'est la seule chose qui sent vraiment bon, significatif, très, très fort. Ensuite, ben, notre fameux éléphant dans la pièce, qui est la propriété intellectuelle. Bon, ce qui sort, c'est l'information sur le marché et l'exportation. Donc ici, évidemment, si vous voulez exporter vos produits dans un autre pays, il va falloir que vous brevetiez dans ce produit-là pour vous assurer de ne pas vous faire, bon, dans le fond, d'avoir vos produits protégés dans chacun des marchés que vous visez. Donc ici, je me demandais si tout ce qui est exportation et information sur le marché. Ah oui, puis ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que les subventions n'ont plus d'effet. Mais ce qui est remplacé, c'est les marchés gouvernementaux. Donc ici, est-ce qu'on commencerait à voir la tendance qui est très, très populaire à Ottawa, qui est l'utilisation des marchés gouvernementaux pour tester les technologies qui sont développées? Parce qu'ici, on ne voit pas l'accès aux laboratoires gouvernementaux qui sort, on ne voit pas le recrutement des diplômés récents, mais on voit les marchés gouvernementaux, les marchés à l'exportation, l'information sur les marchés. Donc ici, il y a probablement, dans le fond, une combinaison de programmes gouvernementaux qui ont un effet. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est la combinaison des trois qui est la combinaison magique ou est-ce que c'est un seul qui est substituable à un autre? Ça soulève des questions qui sont intéressantes. Bon, competition policy, ici, il y a, bon, ici, on a encore une fois perdu les subventions, mais là, souvenez-vous qu'on a juste 433 observations là-dedans, donc on n'a pas beaucoup de masse critique pour avoir, dans le fond, des résultats qui se tiennent parce qu'on a un trop petit échantillon. Donc ici, recrutement laboratoire de recherche. Bon, ici, on a probablement un effet de secteur qui est assez fort, qu'il va falloir aller creuser. Donc, et propriété intellectuelle et politique de compétition, on a probablement des effets sectoriels qu'il va falloir aller creuser dans nos régressions. Bon, discussion. Bon, modèle 1, modèle 2 sont robustes. Les contrôles, les variables de contrôle, ça, je vous en ai parlé. Mais ici, bon, les entreprises qui utilisent des technologies avancées bon, ont plus de chances d'être innovatrices. Non, on utilise une autre enquête où on utilise l'enquête sur les technologies de pointe. Donc, je suis bien contente de voir que ce qui s'en vient, c'est un peu le jumelage de ces technologies de pointe-là, surtout à l'aube de l'industrie 4.0. Il faut qu'on soit capable de voir les changements incrémentaux de productivité qui vont être amenés par l'industrie 4.0 puis l'adoption des différentes technologies va être importante ici. Bon, propriété intellectuelle, résultat contre-intuitif. Donc ici, il y a quelque chose à aller creuser sur la propriété intellectuelle. On ne comprend pas encore exactement ce qui se passe là-dedans. Bon, le gouvernement ne peut pas vous aider quand vous faites poursuivre parce que soit vous empiétez un brevet, soit il y a quelqu'un qui vous poursuit bon, pour une raison X. Donc, tout ce qui est les patent tickets, les patent trolls, les patent pools, on n'est pas capable d'aller évaluer ça en détail. Donc, peut-être jumeler l'information avec les données de CIPO, les données du USPTO permettrait d'essayer de démêler tout ça.
Là, je suis en train de vous donner toutes mes idées sur vidéo, c'est pas bon ça. Bon, en termes d'appuis gouvernementaux, ben, c'est ce que j'appelle les usual suspects. C'est les subventions, les crédits d'impôt qui sortent. Et puis ici, on commence à avoir des résultats très, très intéressants. Donc, ce qu'il faudrait faire dans la suite, bon, poursuivre dans toutes les idées que je vous envoie par la tête, mais c'est d'aller voir dans les données de. Bon, là, vous allez me pardonner, là, mais le horizontal review, là, je ne me souviens pas comment ça s'appelle en français, là, mais ce dont on a parlé un peu plus tôt, là. L'évaluation, je ne sais pas, transversale de l'appui gouvernemental, ça, il faut absolument qu'on aille jumeler ça avec les données CIBS, avec les données sur les PME pour comprendre, dans le fond, parce que là, c'est somme toute indirect comme effet, ce que je vous ai présenté. Moi, j'ai juste sélectionné les entreprises qui font face à un obstacle particulier, puis j'ai été regarder l'impact des différents programmes gouvernementaux. Mais c'est un lien indirect qu'on est en train de faire entre le tout. Si on est capable de jumeler puis de savoir quelle entreprise a utilisé quel programme spécifiquement, ben là, on a une base de données qui est très, très riche pour faire ça. Donc, bon, ce que j'appelle les take-home messages, quand vous faites face à des obstacles, ne rien faire, c'est vraiment la pire des stratégies. Ça a été démontré partout. Bon, ici, collaboration et puis les problèmes de propriété intellectuelle, le gouvernement n'a pas l'air d'être très, très utile là-dedans. Pour la politique de compétition non plus. Donc, ce que je vous disais tantôt, d'aller examiner un peu tout ce qui est enquête longitudinale, donc l'espèce d'analyse des programmes sur 2006 à 2016 va probablement nous permettre d'avoir une bonne idée de ce qui se passe derrière tout ça. Et c'est ce que je présente ici, donc CIBS 2017, donc avoir un troisième point dans les données. Puis ici, les programmes en particulier, puis de voir l'impact de chacun des programmes sur la performance d'innovation. Parce que si, ce que je vous ai présenté comme données, c'est des données qui s'arrêtent en 2012. On est rendu en 2018. Donc, il a coulé de l'eau sous les ponts depuis 2012. En 2012, on commençait à se relever de la crise financière. Puis là, ben, avec les barrières tarifaires qui se lèvent d'un peu partout, ça enligne probablement vers une récession. Mais bon, fin de la parenthèse. À suivre. Donc, ben, c'est tout. Donc, je vous remercie.